Décryptage sur les échanges de Lusaka et de Luanda. Madame, Messieurs, c'est la principale thématique de la grande tribune de ce lundi 25 mars. Et parmi les invités, Freddy Mulumba, politologue, chercheur et journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et puis Jean-Pierre Kambila, politologue, chercheur, diplomate et écrivain. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de l'invitation. Merci beaucoup. D'abord, place à l'actualité. Formation du gouvernement. Augustin Kabouya rassure que les travaux sont déjà exécutés à 90%. Allons croire, les conclusions de ces travaux seront bientôt présentées au chef de l'État, peu avant la nomination du Premier ministre. Et puis, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La SADC dénonce les manœuvres du Rwanda contre sa mission en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique le communiqué final du sommet extraordinaire de la SADC. Le chef d'État des pays membres de la SADC ont promis un soutien diplomatique et militaire inébranlable à la République démocratique du Congo. Et puis en justice, le réquisitoire et la plaidoirie dans l'affaire Modero Nsimba, ex-ministre du Tourisme, comparu jeudi et vendredi dernier pour propagation de faux bruits, sont attendus mercredi 27 mars à la Cour des cassations. Et puis en réaction à la levée du moratoire sur la peine capitale, la SENCO appelle à l'abolition de la peine de mort. Les archevêques et évêques membres de la SENCO ont exprimé leur consternation par la décision prise par le gouvernement de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. En diplomatie, pour terminer, après un premier tête-à-tête dimanche dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, Félix Tshisekedi et Salva Kiir en séance de travail élargie ce lundi à Kinshasa. Voilà tout, Madame, Messieurs. On va donc attaquer la thématique, donc l'unique thématique de cette émission, la grande tribune de ce lundi 25 mars. Je commence par vous, Monsieur Jean-Pierre Kambila. Quelle est votre lecture du compte rendu des travaux de Luanda? De travaux du Lusaka. On commence d'abord par les travaux de Luanda. Bon, on ne peut que exprimer sa satisfaction dans la mesure où la SADC, qui est un allié, à mon humble avis, beaucoup plus sûr que tous les autres, reste dans sa ligne. C'est une bonne chose, mais j'aimerais quand même continuer d'attirer l'attention de mes compatriotes. Le Congo sera sauvé par ses enfants. En disant ça, je n'invente rien. En disant ça, je ne sors pas de la doctrine qui est celle du président de la République par rapport à ce conflit. Il a déjà dit la phrase que je suis en train de dire ici. Le Congo ne sera sauvé que par ses propres enfants. C'est bien lorsque nous avons du soutien extérieur, mais c'est mieux lorsque nous utilisons le temps qui nous est donné à nous préparer pour bien nous défendre. Parce que en réalité, le Congo n'est en sécurité par rapport à aucun de ses voisins, y compris les membres de la SADC. Un pays aussi riche que le nôtre, il a dans son ADN une attraction qui attire tout le monde. Donc tout le monde cherche à venir prendre au Congo. Et les seuls qui peuvent protéger le Congo, ce sont les Congolais. Donc profitons de ce temps, profitons de ces accords que nous avons avec ces pays tant qu'ils le soutiennent pour nous renforcer. Ce pays doit avoir un programme de minimum 500 000 hommes. Un minimum. Ce pays devrait consacrer au minimum 15 à 20% de son budget dans la défense nationale. La défense, ce n'est pas seulement les soldats. La défense, c'est aussi l'éducation. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants par rapport à la sauvegarde de notre souveraineté? Donc pour vous, ça doit commencer à la base. Aujourd'hui. Non seulement à la base, mais aujourd'hui. Parce que quand je regarde, je constate que ça n'a pas encore commencé. Bien sûr qu'il y a des groupes, comme celui de mon interlocuteur de ce matin,
Holocauste au Congo, ils parlent, ils font du bon travail, ils vont d'une université à l'autre, d'une école à l'autre. Bravo, c'est tout ça. Mais ça ne suffit pas. C'est même pas un dixième du travail qu'il faut faire. Dans nos écoles, qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants? Est-ce qu'on leur dit que le Congo est un pays qui est très attractif, c'est-à-dire qui suscite des jalousies? Même dans nos amis, même surtout chez nos amis, le Rwanda était aussi notre ami il y a quelques années en arrière. Il n'est plus. Parce que nous suscitons la convoitise par rapport à ce que nous avons. Dans l'enseignement des bases en République démocratique du Congo doit être revu justement pour intégrer la problématique que vous soulevez. Intégrer cette problématique, que faisons-nous pour défendre notre souveraineté? Comment est-ce que nous sommes perçus à l'étranger? Comment est-ce que nos voisins nous voient? Même lorsque nous sommes contents de dire bravo à Luanda, ce qui est arrivé à nos oreilles est positif. Bravo en Zambie, ce qui est arrivé à nos oreilles est positif. Mais vigilance, attention, bien regarder. Merci beaucoup, Freddy Mulumba. Est-ce qu'il y a finalement convergence ou divergence entre le communiqué final de Lusaka et celui de Luanda? Oui, c'est d'abord le Luanda. J'ai eu beaucoup de gens, parmi les intellectuels, qui estiment qu'on ne devrait pas mettre dans le texte les documents, donc les FDLR. Et on n'a pas parlé de M23. On n'a pas parlé de l'occupation de territoire congolais par les Rwandais. Je pense que ce qu'on doit savoir reste ici, c'est qu'ils nous font la guerre, c'est l'Occident. L'Occident nous font la guerre, nous fait la guerre pour mettre, basser nos richesses en utilisant les Rwandais. C'est ça le fait. Donc, vous savez, Kagame, depuis très longtemps, il parle de FDLR. Je pense que si aujourd'hui, dans les documents, donc, dans le communiqué final, on n'a pas de FDLR, c'est pour qu'on puisse ôter à Kagame toute justification. Parce qu'il justifie qu'il est au Congo à cause du FDLR. Dernièrement, il avait dit ce n'est pas le M23, c'est qu'il cherche des terres au Congo. Kagame sème la confusion. Mais je pense que le gouvernement congolais voudrait aller avec Kagame jusqu'à le mettre dos au mur. En montrant des preuves que ce que Kagame cherche, ce n'est pas le FDLR. C'est les territoires congolais, là où il y a des richesses. Mais cette position de la délégation de la République démocratique du Congo, qui reconnaît finalement la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas peut-être conforté Paul Kagame Non, je ne pense pas. Je vous dis qu'ici, nous négocions avec l'Occident. Ce n'est pas avec Kagame. Kagame n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, les discours là, c'est le discours que les Occidentaux utilisent pour dire que Kagame a raison parce qu'il y a des FDLR au Congo. Mais quand vous prenez l'histoire des FDLR, il n'y a presque pas d'FDLR. Mais comme l'Occident voudrait assez qu'on en parle, on va en parler, mais maintenant, on va les mettre dans le mur. On aura des preuves pour montrer que Kagame, ce qu'il cherche, ce n'est pas l'FDLR, c'est occuper le territoire du Congo. Mais si les FDLR ne sont pas présents, que les gouvernements les reconnaissent en tant que tels, est-ce que ce n'est pas contradictoire? En matière de négociation, on fait des concessions. Il ne faut jamais oublier, on fait des concessions. Mais quand moi je lis les textes, j'ai compris cette chose. Il faut ôter à M. Kagame et aux Occidentaux l'argument selon lequel les FDLR sont au Congo et menacent les Rwandais. Ce qui signifie que les Rwandais est sur le territoire congolais pour éviter que les FDLR arrivent à Kigali. Ce qui est faux. Les Rwandais est au Congo pour mettre la main sur nos richesses et sur notre territoire. Donc il faut maintenant politiquement, il faut convaincre. Parce que ceux qui sont derrière là, ce sont les multinationales occidentales et certaines puissances occidentales. Nous voyons Kagame venir, ce n'est pas Kagame. L'exemple est là. Kagame occupe le pays, occupe le territoire congolais, et vous avez la présidente de l'Union européenne qui vont signer de il faudrait laisser Kagame tranquille pour négocier directement avec les puissances. Effectivement, à travers Kagame, on négocie avec des puissances. C'est ça l'enjeu. Parce que ici, le problème, ce n'est même pas les FDLR, c'est les terres congolaises. Il faut que les gens comprennent. Nos amis occidentaux veulent assez que le Congo disparaisse, donc ça balkanisé. Et la partie du nord-sud qui faut jusqu'à Rutshuru, qui se soit annexée à l'est, on appelle Est Africa. Oui, ça les calcul. Mais maintenant, il faut de l'autre côté qu'on monte une stratégie pour ôter toute argumentation. Parce que ce n'est pas les FDLR qui cherchent. En coulisses, ils demandent à ce qu'on leur cède les terres.
Et quand vous suivez tous les discours du président, je ne sais pas si les gens lisent ses discours, il a toujours dit on ne céderait même pas 1 centimètre carré du territoire congolais. Il répond à qui? Parce qu'on demande des terres. On dit céder les terres, il ne peut pas. Il n'a aucun pouvoir pour céder les terres au Rwanda. Et ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Mais parce que ce que nous ne parvenons pas à comprendre d'ici à Kinshasa, c'est quoi? Nous sommes dans une limitation géopolitique. Les frontières issues de 1885 sont remises en cause aujourd'hui. Donc, de nouvelles puissances qui émergent avec les acteurs non étatiques font partie du moyen pour qu'il y ait de nouvelles espaces d'influence. Les Chinois, les Américains, les Arabes, donc, tout le monde est sur le continent africain et cherche à avoir les espaces d'influence. Donc, les frontières qu'on a de 1885, je pense peut-être en 2030, ça ne va plus exister. Donc, ça a été, il y a eu les débuts, il y aura aussi une fin. Mais maintenant, ce qu'il faut faire pour que les Africains comprennent, il ne faudrait pas qu'on puisse encore redéfinir les frontières de l'Afrique par des étrangers. Donc nous sommes dans une guerre de libération. Ce qui s'est passé déjà, quel pays vous avez Burkina Faso, Mali et Niger. Les frontières c'est fini, les frontières héritées de la colonisation. Il y a déjà 3 États qui sont mis ensemble. Donc ça va passer comme ça en Afrique. Mais cette fois-ci, il ne faudrait pas que ça soit fait par des puissances étrangères. Il faut que les Africains eux-mêmes se mettent d'accord sur quelle configuration de l'Afrique on peut construire des États. Ça demande maintenant au niveau, disons, politique, qu'une vision, mais au niveau aussi des intellectuels qui doivent produire la pensée et montrer la voie à suivre par rapport à toutes ces mutations ici. Généralement en Afrique, je suis un peu beaucoup de télévision africaine, au moins francophone, il n'y a pas de débat de fond. Pour dire que le monde a basculé. Non. Ils sont dans les gens sont là pour se partager les postes. Je vois ce qui se passe au Burkina Faso, tout comme au Mali. Il n'y a pas un débat sur la géopolitique. Quelle Afrique nous voulons et dans quelle situation, dans quelles conditions nous allons construire cette Afrique-là? Avec quel État? Parce que si nous voulons une nouvelle Afrique, il faut des États pivots. En Afrique centrale, c'est le Congo. Donc il faut que les Congolais comprennent. Nous avons un rôle important à jouer dans cette nouvelle... dans ces nouvelles mutations géopolitiques. Alors il faudrait que l'élite congolaise se réveille? Non, il faudrait que l'élite congolaise travaille. Ça signifie travailler, il faut d'abord lire. Relire l'histoire du monde, relire l'histoire du Congo. Pour essayer un peu de concevoir, je dirais un peu, d'autres manières de se comporter par rapport aux mutations internationales. Mais généralement, la plupart de nos élites reproduisent ce que l'Occident a produit comme passé. Voilà pourquoi on est bloqué. Regardez, quelle solution on donne? Je prends l'exemple aujourd'hui, avec les cas de l'RDC, Rwanda et l'Ouganda. On vous dit que les Rwanda et l'Ouganda veulent constituer un État fédéral de l'Afrique de l'Est. Ça, c'est leur projet. C'est Kagame Museveni qui a ces projets-là. Mais quand nous venons chez nous, quelle est notre pensée? Vous voyez? Il faut maintenant que chez nous, qu'il y ait des gens qui disent nous devons construire un État puissant au Congo qui doit permettre à tous ces pays africains d'être connectés. Parce que nous avons la richesse, nous avons la population, nous avons la géographie. Donc nous sommes mieux placés aujourd'hui si nous avons une élite. Quand je dis une élite, ce n'est pas une seule personne, une élite collective qui voit les choses avec un esprit de grandeur. Mais malheureusement, les gens sont dans la mangeoire, ce qui fait qu'on tourne en rond. Et les autres viennent nous imposer des points de vue. Voilà, Jean-Pierre Kambila, je vous repose la même question. Je vais lire le compte-rendu de Luanda, stipule que la délégation de la République démocratique du Congo s'est engagée à présenter un plan de neutralisation des FDLR accompagné d'un programme d'action qui sera présenté lors de la prochaine réunion ministérielle. Est-ce que ce n'est pas finalement une reconnaissance de la présence des FDLR sur les territoires congolais? Alors moi, je réagirais de la manière suivante. Les FDLR, c'est une force résiduelle. Il n'y a plus grand-chose. C'est lui qui l'a reconnu, qui l'a dit clairement, c'est l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. Il n'est plus là, mais il avait dit ça ici clairement. Il a reconnu que le FDLR ne représente plus un quelconque danger pour le Rwanda. On doit partir de là, puisque un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. Il est le représentant de ce pays-là. Il y a déjà une reconnaissance que le travail a été fait. Le travail a été fait pendant toutes ces années, depuis Kabila jusqu'à Tshisekedi. Ce travail-là est toujours en train de se faire. Les FDLR sont en train
d'être éradiqués. Ça n'existe plus. Alors, s'il y a une force résiduelle qui reste, bon, le gouvernement va dire, voilà les FDLR qui restent, il y en a 24, il y en a 36, il y en a 10 000, et je serais très étonné qu'il y en ait plus de 3 000. Je serais très très étonné. Donc, ce problème-là ne m'inquiète pas. Si le gouvernement a dit, oui, ok, d'accord, on va les faire sortir, les identifier, les faire sortir, ça ne m'inquiète pas. Mais là où j'attire l'attention du gouvernement, c'est que c'est Kagame qui, lorsqu'on envoie les réfugiés Hutus, parce que on dit FDLR, mais il y a aussi... C'est lui qui les retourne au Congo pour renforcer le FDLR. C'est Kagame. Donc Kagame doit participer à cette neutralisation en arrêtant de nous retourner les Hutus que nous renvoyons, le Hutu rwandais que nous renvoyons chez eux. Nous connaissons ce jeu-là. Je vous signale que j'ai quand même été quelque part dans ce pays. Je sais de quoi je parle. Kagame, lorsque nous renvoyons les réfugiés là-bas, Kagame se débrouille pour les retourner ici. Il faut que les organisations internationales qui sont promptes à nous juger regardent aussi là-dessus. Ils ne le regardent pas. Deuxième chose, j'aimerais quand même réagir un peu à l'inquiétude de mon interlocuteur de ce matin. Il ne faut pas être aussi pessimiste que les intellectuels congolais ne travaillent pas sur ce que le Congo doit être dans la configuration de la géopolitique de l'Afrique centrale. Non. Il y a une notion, en tout cas qui est la mienne, celle que je défends. Le Congo est assez large, il est assez diversifié, il est bien doté de toutes les richesses qu'on peut imaginer. Donc, le Congo peut être ce centre attractif pour amener la civilisation bantou en avant. Et ce courant bantou, il existe. Il faut sauvegarder, renforcer la souveraineté de notre pays. Et c'est autour de cette souveraineté, basée sur la civilisation, la culture et d'un pays à majorité bantou, que nous pouvons avancer. Et là, il faut commencer par la souveraineté du Congo. Il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui, lorsque nous mettions en avant la souveraineté ici, n'arrêtez pas de nous critiquer. Mais maintenant, on le voit plus clairement. Il faut que le Congo affirme sa souveraineté. Nous sommes un pays souverain, nous devons décider de nous-mêmes. C'est ça qui va faire que nous pourrons attirer les autres peuples bantous autour de nous pour aller de l'avant. Parce qu'il y a une dimension que par hypocrisie, on ne veut pas mettre en avant, qu'on ne veut pas révéler. Mais il faut accepter que cette guerre que nous subissons, elle a une dimension ethnique très claire. Elle a une dimension ethnique. Pourquoi bon, pour autant que ça soit vrai, mais c'est quand même sorti de la bouche d'un député congolais. Il dit que lorsqu'ils ont été à Bruxelles, on leur a dit à l'Assemblée nationale belge qu'ils ne laisseront pas toucher au Rwanda, ils ne laisseront pas toucher aux Tutsis. Donc, ils ont une vision ethnique par rapport à ce qui se passe en Afrique centrale. Ils ont fait un choix raciste. Ils ont fait un choix ethnique par rapport à ce qui se passe chez nous. Alors, pourquoi nous n'aurions pas le droit de réfléchir sur le même thème? Notre pays est un pays à majorité écrasante bantous. Nous devons tenir à ça. Notre souveraineté, elle est faite sur la souveraineté de la RDC, qui est un pays bantou, qui veut rester à l'humanité bantou et qui n'accepte pas non plus d'être dominé par le Rwanda, qui se proclame défenseur d'une ethnie. Puisque c'est comme ça que qu'ils agissent, et c'est comme ça que leur diplomatie agit à l'étranger, et c'est comme ça que leurs alliés étrangers les défendent. Donc nous acceptons, ok, d'accord. Si vous pensez que vous devez être derrière le Rwanda parce qu'il est dirigé par une ethnie qui est l'ethnie Tutsi, acceptez aussi que le Congolais refuse de se laisser marcher dessus sur cette base raciste et ethnique.
est-ce qu'on ne va pas tomber dans leur piège? Parce que ces gens veulent toujours diviser les Africains. C'est comme ça qu'ils voient un peu la dimension ethnique. On parle de Tutsis, on parle de Bantou et autres. L'Afrique n'a pas tellement besoin de ça. L'Afrique a besoin des élites qui rêvent la grandeur de la civilisation africaine. L'ethnie qu'on appelle les Tutsis, tout comme les Rwandais, ce sont des constructions. Ah oui? Ce sont des constructions. On peut se déconstruire ça. Mais ça sur laquelle on nous tue. Non, non, c'est parce que l'Occident, c'est ça sa stratégie. Diviser pour mieux régner. Et dans leurs calculs, ils ont préféré travailler avec des minorités pour dominer la majorité. C'est ça la stratégie du monde occidental. Nous devons éviter de tomber dans ça. Parce que nous avons besoin de toutes les cultures africaines, qui est quand même des élites qui portent les projets africains, pour qu'on soit une puissance. Parce que si on tombe dans les divisions telles que l'Occident le veut, parce que ça, ce sont des Belges, nous, on était, en 2013, on était à Bruxelles. On a fait le tour de la Hollande, on était en Hollande, et après Hollande, nous sommes partis à Bruxelles, je suis même parti jusqu'à Paris, pour défendre notre livre, la lutte contre la marginalisation. On avait écrit avec à peu près 7 intellectuels. On a rencontré un homme belge, un homme d'État belge. Il nous dit clairement, votre problème est que vous ne savez pas protéger les Tutsis. On lui a répondu, dans un État moderne, on n'a pas besoin des ethnies, pas de minorités. C'est l'État qui protège tout le monde. Ça signifie que tu sois Tutsi, Hutu, Baluba, Mukongo, il n'y a que la loi qui doit protéger. Mais dans leur vision, il faut normalement mettre en exergue une minorité qui travaille pour eux. C'est le cas du Rwanda. On ne peut pas expliquer. Mais c'est ça, ce sont des méthodes occidentales ou bien européennes. Nous ne devons pas tomber dans ça. Nous devons faire dire ceci. Le Congo a tous les éléments de puissance. Le Congo a une population. Il faut qu'il y ait une élite collective qui doit penser comment gérer toute l'Afrique centrale. Je te prends l'exemple de Mobutu. Kagame ne pouvait pas parler. On paye les Rwandais, les militaires, on paye les Burundais. Les pouvoirs de Museveni, c'est grâce au Congo. Donc le problème, c'est qu'il faut qu'au Congo, qu'il y ait un leadership collectif, puissant. Ça signifie que vous avez des intellectuels qui produisent la pensée. Vous avez des journalistes qui font des grands reportages. Vous avez des footballeurs, comme il y a des Mobutu, on avait les Léopards. Donc il faut qu'il y ait, d'une manière collective, cette élite qui peut montrer la voie à suivre aux petits pays comme Kagame là. Du temps de Mobutu, les Rwandais, on les a payés, on les a formés ici. Aujourd'hui, on voit Kagame qui commence à raconter des histoires, qui pense que, comme il est aussi, il peut donner les ordres à tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons avoir un esprit de grandeur. Ce sont des petits pays, nous devons les diriger. Ce qui manque. Merci beaucoup Freddy Mulumba. On va prendre l'autre question. Pourquoi le compte-rendu de Luanda n'a pas finalement condamné l'agression rwandaise? Jean-Pierre Kambila. C'est une question que je me pose aussi. Je ne comprends pas. Je me pose la même question. Je ne comprends pas. Parce que la diplomatie rwandaise, il semble qu'elle a obtenu un résultat sur ce point-là meilleur que le nôtre. De cacher, au fait, la réalité des faits. Parce que la réalité des faits, c'est que nous sommes dans une guerre d'agression. On est agressé, c'est notre pays qui est occupé. C'est ça la réalité des faits. Et si cette réalité-là, on ne la met pas en avant, si on ne l'exhibe pas, si on ne la démontre pas, ben, nous sommes perdants. Voilà pourquoi, pour moi, la conclusion de Luanda est beaucoup moins intéressante que celle de Lusaka. Elle m'intéresse moins et elle demande à être interrogée. Nos diplomates nous devons les interroger là-dessus. Mais j'aimerais quand même revenir sur la définition de l'ennemi. Tous les grands spécialistes des guerres du monde nous ont répété depuis des siècles qu'il faut identifier son ennemi. L'ennemi véritable, il faut l'identifier, mais il faut aussi identifier celui qui est sur le terrain. Si vous l'identifiez mal, vous ne pourrez pas vous défendre. Est-ce qu'à ce jour, l'ennemi n'est toujours pas identifié? À mon avis, il y a la confusion. Voyez-vous, tant que l'Occident est notre ennemi dans la situation actuelle,
Mais nous en avons un ennemi plus proche de nous. Celui qui nous attaque. Bien sûr, c'est l'Occident qui donne les armes, qui donne les moyens, qui donne les informations. Mais celui qui nous attaque, c'est quand même il s'appelle Paul Kagame. Et Paul Kagame, son régime est basé, a une base ethnique. Et maintenant, cette base ethnique, elle est acceptée, même plus loin, même proclamée en disant, si vous attaquez ces gens-là, nous, on ne vous laissera pas d'accord. On ne laissera pas faire ça. Mais là, c'est son alibi. L'alibi de Paul Kagame. Mais c'est plus qu'un alibi. C'est une déclaration de guerre. Ça veut dire que l'Union européenne est contre nous. Ça veut dire qu'ils acceptent que c'est ça l'ennemi. C'est eux qui identifient notre ennemi maintenant. Que si vous touchez à ces gens-là, nous ne laisserons pas faire. J'ai entendu ça de la bouche d'un député congolais. Il aurait attendu ça d'un député européen, en l'occurrence belge. Alors, heureusement, ce n'est pas la vision des Américains. Ça c'est encore autre chose, hein, parce que nous sommes vraiment... Heureusement. Nous sommes dans une configuration où l'hypocrisie règne en maître. Donc, moi, je ferai attention, je continuerai de dire le bantou dans ce que nous venons d'apprendre de l'Union européenne est objet d'un mépris dans cette guerre ici. Cette guerre a permis d'extérioriser et de montrer clairement cette affaire-là. Que ces gens-là nous méprisent. Il faut qu'ils changent. Ils ne vont pas changer sans nous. Ok, mais bien sûr, mais pour qu'ils changent, c'est nous qui allons les obliger à changer parce que nous allons leur montrer que nous sommes incontournables ici en Afrique centrale. Et là, pour ça, il faut qu'il y ait un pays qui lève sa souveraineté. Ben, il faut un leadership fort pour arriver à inverser la tendance. Le leadership fort, c'est à nous à le construire. Je crois que là-dessus, j'ai été parfaitement d'accord avec mon interlocuteur de ce matin. Un leadership, c'est pas seulement un homme qui vient là, qui sort. Il faut l'incarner. Non, non seulement il faut l'incarner, mais il faut aussi l'accompagner. Voyez-vous, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Si vous n'accompagnez pas celui qui s'offre au leadership, mais il ne pourra rien faire. Oui? Aujourd'hui, celui qui s'offre au leadership de notre pays, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, nous avons montré que nous voulons l'accompagner, parce qu'on l'a voté à plus de 70%. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut encore qu'on travaille pour consolider ce leadership. C'est là où je participe à son appel aux intellectuels, aux journalistes, aux footballeurs, aux musiciens, à tout ça. Il faut accompagner ce leadership. Ne pensez pas qu'en affaiblissant toute personne qui se propose au leadership, vous participez à consolider votre pays. Non, vous le détruisez. Ce discours, je le tiens depuis sous Kabila, en disant, attention, tant que dans un pays, nous sommes là à saquer nos autorités, à les affaiblir, à montrer toujours leurs défauts, ils n'ont aucune qualité, c'est toujours les défauts, nous ne réussirons pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration très semblable. Si vous affaiblissez celui qui s'offre au leadership aujourd'hui, et en qui nous avons donné 70%, donc nous avons montré qu'on était d'accord. Mais puisqu'on parle des complicités en interne... Ah ben, il faut les foutre dehors. Ça, c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir, ceux qui participent à la définition du pouvoir congolais. Ils doivent commencer par... Ils doivent le faire. C'est une obligation. Il faut nettoyer les écuries. S'il n'y a pas ce courage-là, il n'y aura pas de sortie. Il faut nettoyer les écuries. Si nous pensons réellement que nous sommes infiltrés, alors, nettoyons. Nettoyons. Et quand je dis nettoyer les écuries, c'est pas seulement ceux que nous prétendons être les étrangers, c'est aussi les nôtres. Tous ces gens qui volent l'argent de l'État impunément, est-ce qu'ils encouragent le leadership? Pas du tout. Alors pourquoi on les maintient? Ils doivent sortir. C'est ça le nettoyage. Nous nettoyerons les écuries, pas seulement contre les infiltrés venant de l'extérieur, mais aussi ceux qui affaiblissent la nation. Il y a des gens ici qui sont congolais de père, de mère, de grande-mère, mais qui affaiblissent le pays tous les jours. Qui sont recrutés par Kagame. Ils sont nombreux.
Ils sont recrutés par Kagame, mais ils sont surtout recrutés par leur propre ventre. Merci beaucoup. Il faut nettoyer les écuries. Si on ne nettoie pas les écuries, le leadership que nous voulons aider, nous ne l'aiderons pas. Parce que dans nos écuries, il y a trop de saleté. Merci beaucoup, Freddy Mulumba. Est-ce qu'on doit continuer à faire confiance à ce front diplomatique, celui de Luanda? Oui, je pense qu'il faut laisser les diplomates faire leur travail, négociation, et faire des compromis et non des compromissions. Ça, moi, j'ai dit, il faut que ça soit, que tout le monde travaille. Parce que les diplomates peuvent aller négocier. Ils sont sous pression. Mais si on voit que l'opinion est mobilisée, donc faire pression sur les dirigeants, ceux qui font des pressions sur nos dirigeants vont reculer. Mais quand vous partez, dans notre cas, vous avez des gens qui veulent que tout s'effondre. Des complicités internes, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau des intellectuels, des universitaires. Tout est flou. Ça prouve qu'on n'a pas une vision très claire de la situation. Donc il faudrait que chacun de nous fasse son travail. Les militaires font leur travail sur les terrains. Vous avez les intellectuels qui doivent produire la pensée. Vous avez les musiciens qui doivent chanter pour soutenir et faire passer des messages. Mais pour le moment, il n'y a pas une coordination. Chacun tire dans son sens. Il n'y a pas de coordination. Ça suffit qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas une politique claire. Comment coordonner ces gens pour que donc, tout le monde se mette d'accord derrière les chefs de l'État. Il n'y a pas de coordination. Chacun fait ce qu'il veut. Ça suffit aussi qu'il y a un niveau d'infiltration à tous les niveaux. Nous ne sommes pas tous idiots. Comment on peut comprendre qu'on soit occupé? Ça fait plus d'une année. Dans les médias, ce sont des gens qui prient à tout moment. On danse à des concerts. Il y a le football. Trop peu de gens, trop peu de journalistes parlent de ce qui se passe sur l'Est. Se passe à l'Est du Congo. Imaginez-vous si on se réveille le matin. Vous ouvrez le journal avec des images de Munagana, de Walikale. L'opinion sera informée et ne va pas accepter. Mais quand vous voyez nos images, quelle image on montre ici? Des danseurs. J'étais frappé, sur 24 là, on a mis un podium. Il y a des gens qui dansent, qui font des... Sur 24, hein? Voilà l'image qu'on donne d'un peuple idiot, d'une élite étourdie. On dit, mais ces gens sont dans la danse alors que le pays est occupé. Ils ne prennent pas la mesure de la situation. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On brouille les cartes pour qu'on donne l'impression à l'extérieur les Congolais sont des idiots. Et vous avez des dirigeants ici qui travaillent pour ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On est incapable de mobiliser les gens pour dire non au Rwanda. Mais on est capable de mobiliser les gens pour aller chanter. Il y a un problème. Il fallait pour remplir les stades. Il y a encore d'autres qui... Ce que j'ai jamais vu. Les vers est dans les fruits. Si on ne comprend pas ça, l'histoire va nous condamner sévèrement. Freddy Mulumba, à Lusaka, on a condamné ouvertement l'agression rwandaise. Pourquoi il y a finalement contradiction entre les conclusions de Lusaka et de Luanda? Oui, je pense que là, il faut faire un débat sérieux. Pas les mêmes équipes. Dans le dispositif actuellement au Congo, donc en Afrique, il y a les pôles Luanda et Nairobi. C'est là où les Américains ont leurs pions. Voilà pourquoi vous avez le président Lorenzo. De l'autre côté, vous avez le président Kenya, Ruto. C'est la même chose. Ils ne jouent pas pour nous. Par contre, au niveau de la SADC, c'est là où il y a une dimension idéologique. Voilà. Et quand vous voyez les pays comme la Tanzanie s'est impliquée depuis 2013 hein, dans cette guerre. Elle a perdu beaucoup de militaires, tués par des Rwandais. Les Tanzaniens savent comment on fait la guerre. On ne badine pas. Les Tanzaniens ont une position très claire sur le conflit. Tout comme les Burundi. Ils se connaissent. Donc, surtout, je parlais de SADC, il y a un peu d'idéologie parce que la SADC... Pas un peu, c'est basé que sur ça. Oui. Il y a une ligne. Non, c'est vrai, quand vous prenez une ligne, vous prenez les pays comme l'Angola et fait de la SADC, il y a aussi l'Afrique du Sud, non pas les mêmes positions que d'autres. On comprend un peu qui tire des ficelles. Donc, la SADC n'est pas tellement contrôlée par le monde occidental. Voilà pourquoi c'est je peux dire, une communauté économique qui est presque libre, qui a une vision de libérer l'Afrique. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui jouent les jeux des autres. Mais ça n'empêche pas que
la SADC s'engage, elle va s'engager pour que l'Afrique retrouve sa place dans le monde. Et ils comprennent les enjeux. Mais c'est à Kinshasa, vous avez une classe politique qui ne comprend pas. Qui ne comprend pas que le monde bascule. Nous sommes dans des mutations sans précédent dans l'histoire. Des mutations sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan civilisationnel. La civilisation chinoise a une autre vision sur le monde par rapport à la civilisation occidentale qui aime toujours le conflit. Les Chinois aiment la paix, mais les Occidentaux aiment le conflit. Donc il y a des valeurs civilisationnelles qui vont s'affronter. Maintenant, il y a une question. Nous, on va aller où? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette guerre de civilisation? On va faire comment? Qu'est-ce que nous allons proposer au monde? Voilà les débats aujourd'hui qu'on devrait faire. Mais pourquoi ne pas construire notre propre identité culturelle? Oui, j'ai amené ce livre de Cheikh Anta Diop. Voilà la base de tout, dans le sens africain. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est lire tout ce que les panafricanistes ont écrit, tout ce que Cheikh Anta Diop a fait comme travail avec Obenga, qu'on puisse proposer un modèle ou bien un projet à l'Afrique, au Congo en particulier. On n'a pas d'autre choix. Mais ce que moi je regrette, c'est de voir que la plupart des intellectuels réfléchissent par procuration. Vous allez prendre le système, je dirais un peu économique, tout comme le système politique occidental, qui ne cadre pas avec notre culture. Ça pose un problème. Donc, le moment est arrivé, comme l'Occident, qui nous a dominé pendant 5 siècles, est en déclin, et la Chine, qui vient d'émerger avec une autre façon de voir les choses, qu'on profite pour tracer notre propre voie. Ça demande maintenant de l'intelligence. Ce n'est pas la politique politicienne. Il faut faire appel aux universitaires, aux intellectuels, philosophes, historiens, qu'on produise à penser. Et ça doit être le travail de l'État. Mettre des moyens pour faire des recherches. On ne fait pas des recherches avec les dents. Mettre l'argent dans les universités, instituts supérieurs. Vous allez voir, si on fait dans une année, on peut avoir un projet, on va s'en sortir. Les pays comme l'Iran. L'Iran est démocratique, bien que l'autre côté, on dit que ce n'est pas une démocratie. Non. En Iran, ce n'est pas n'importe qui devient président. Ils ont pris l'islam, les valeurs islamiques, les religieuses, mais aussi ils ont tiré beaucoup plus de l'empire perse. Comment ça fonctionnait? Vous avez un système politique en Iran qui fonctionne correctement. L'Iran a presque la bombe atomique. Ça signifie que c'est un pays qui est mieux organisé. Mais quand vous venez chez nous, nous prenons ce qu'on nous amène, on reproduit, on est content, on ne sait pas où on part. Ça, moi, j'ai dit, le moment est arrivé que les intellectuels s'engagent. Pas pour faire la politique politicienne, c'est pour montrer la voie à suivre. Il faut dire que quand il y a des débats, on peut avoir des positions différentes, donc opposées, ça arrive. Hein? Mais qu'on accepte qu'il y ait un véritable débat de société, un débat sur l'avenir du pays. Là, ce sont des médias qui doivent faire ce travail. Vous invitez des gens, même avec des positions contraires, ils débattent. Mais ici, non. Si vous avez une position contraire qui ne passe pas, vous ne passez pas. Et généralement aussi, on donne beaucoup d'argent. Mais à Congo, il y a quand même cette ouverture. Ici, il y a la liberté, parce qu'on ne donne pas l'argent. Mais ailleurs, on demande toujours l'argent. Voilà le problème. La raison pour laquelle l'État doit faire, le gouvernement, c'est donner des moyens aux médias pour permettre un débat libre. Et quand les gens sont libres, il y a moyen de faire avancer la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement aller aux élections. Mais malheureusement, nous embrouillons beaucoup. On ne voit pas clair. Mais il ne faut pas perdre d'espoir, M. Jean-Pierre. Merci beaucoup. On a l'espoir, à condition que l'élite fasse son travail. D'éclairer l'opinion, d'éclairer les hommes politiques et de tracer la voie à suivre. Au lieu d'attendre que les Américains viennent vous apprendre ce qu'il faut faire. Donc il y a un travail qui a fait par les Africains, par les Congolais. Comme Kamana, qu'on le mette en pratique, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Pierre Kambila. Finalement, des contradictions entre les conclusions de Lusaka et celles de Luanda. Y a-t-il finalement un front diplomatique à privilégier entre Lusaka et Madame, Luanda? Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que vous donnez trop d'importance à mon point de vue, à ce qui s'est passé à Luanda, à ce qui s'est passé à Lusaka. J'ai entamé cet échange en disant que la vraie solution, elle se trouve ici, chez nous. Lusaka et Luanda vont suivre la force que nous allons montrer, la volonté que nous allons montrer. Donc il faudrait des négociations en interne entre Congolais? Non, il n'y a pas de négociation à l'interne. La négociation à l'interne, elle a été faite le 20
c'était le 20 décembre qu'il y a eu les élections. Le peuple congolais s'est prononcé. Et pour le moment, il s'est prononcé pour quelqu'un qui s'appelle Antoine Félix Tshisekedi. Il faut que, pour le moment, on se mette d'accord que c'est lui le leader. Il faut qu'on arrive à convaincre nos compatriotes que c'est lui le leader. Et autour de lui, mettons de l'ordre. Okay? C'est quoi mettre de l'ordre autour de lui? Nettoyer les écuries. Nettoyer les écuries, c'est pas aller à la chasse du Tutsi, c'est faux. Nettoyer les écuries, c'est sortir tous ceux qui ne veulent pas contribuer à la démarche que lui-même nous a explicité qu'il nous a. Donc il faudrait des décisions courageuses de la part du chef de l'État. Oui, c'est ce que je lui demande. C'est ce que je lui demande, c'est de nettoyer les écuries. C'est de sortir tous ceux qui ne participent pas au projet qu'il nous a présenté. Il nous a présenté un projet sur lequel, je ne dirais pas tout le monde, 70%, c'est pas à 100%, mais quand même, avec une telle majorité, il a une force considérable. Le peuple est avec lui, mais maintenant il faut qu'il concrétise ce qu'il a dit là. Comment il va concrétiser ce qu'il a dit? En ayant un entourage qui adhère véritablement à ça. Pas qui ont adhéré hier, qui étaient hier avec lui pour dire Fatih béton, Fatih ceci. Non, c'est pas ça. Il nous a sorti 6 objectifs. Moi, j'ajouterais un autre. Le combat pour la souveraineté nationale. Il faut que ça soit un thème essentiel de son discours à partir de maintenant. Pas seulement de son discours, du discours de tous ceux qui veulent participer qui veulent répondre à cette offre que nous a fait cet homme. Pour l'appuyer, pour qu'il réussisse. Pas pour lui, Félix Antoine, mais pour le Congo. Oui. Nettoyer les écuries, faire un travail d'incorporation de la grande majorité, pousser cette majorité de 77% à environ 90%, parce que il va réaliser ce qu'il a dit. Et il faut que les intellectuels congolais participent à ce travail-là. Parce que si vraiment ils réalisent, ne fût-ce que le tiers de ce qu'on a vu dans les 6 positions-là, ça nous aidera. Et même, ça renforcera notre armée. Parce que des jeunes gens bien formés dans des écoles où on leur a appris le civisme, ils n'ont pas le même comportement au combat que les distraits qui ne font rien. Donc, tout ça, il faut qu'on le mette en œuvre. Pour répondre positivement à ce que dit mon ami Freddy, vous n'allez pas constituer une nation si vous n'avez pas d'idéologie. Vous devez avoir une idéologie, c'est-à-dire une pensée que nous, Congolais, nous pensons comme ça. Voilà ce que nous voulons faire. Voilà comment nous voyons les Angolais. Voilà comment nous voyons les Belges. Voilà comment nous voyons les Européens en général. Voilà comment nous voyons les Tutsis qui veulent venir prendre le pouvoir chez nous pour mettre le Tutsi-land. Il faut que cette conception-là soit dans les écoles. Qui va les construire? C'est-à-dire, c'est les intellectuels. Il faut que nous, lorsque notre drapeau sort, il faut qu'on sente quelque chose. Mais on le sent déjà. Parce que, regardez, les léopards, quand ils vont jouer, quand ils perdent, c'est les matins dans toute la nation. Hein. Même nous qui ne sommes pas très férus du football, nous sommes tristes. Ça veut dire que nous aimons le Congo. Mais maintenant, ce Congo-là que nous aimons, il faut qu'on arrive à le théoriser pour qu'ils entrent dans nos têtes. Il faut qu'il y ait une idéologie. Et cette idéologie-là, ces prémices existent. Ils existent dans des hommes comme les Kamana qui ont écrit, dans des hommes comme même Mutinga qui a écrit, lorsque Mutinga, dans un livre, il se plaint de notre inconscience. Il participe à la République des inconscients. Voilà, il participe à la recherche de la conscience par cette question posée. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Si on va plus loin, les Mabika Kalanda, tous ces gens-là, tous ces gens qui ont réfléchi pour que le Congo existe, pour qu'il soit fort. Il faut les lire.
il faut les faire lire dans nos universités et sortir de l'idéologie, puisqu'il en existe une au Congo. Au Congo, lorsque quelqu'un cherche le pouvoir, vous savez pourquoi il va? Pour l'argent. Parce que là-bas, on paye 21 000 $ et demain, on va peut-être payer 30 000 $. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça, qu'on dise aux gens, ici au Congo, on cherche le pouvoir parce que on veut avancer. Il faut donner l'exemple. J'essaie de donner tous les jours. Voilà, on va chuter par là. Est-ce que Freddy Mulumba, la solution ne va pas finalement passer par cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Non, je ne pense pas que c'est la solution parce que les enjeux sont ailleurs. Hein, je pense que le président Tshisekedi aujourd'hui a une expérience. Il a négocié longtemps avec Kagame. Kagame, c'est un menteur, il l'a dit ouvertement. Mais vous savez, en politique, on peut dire on négocie, mais il a posé des conditions. Les 3 conditions, il faut retirer les troupes. Il a dit clairement, il ne va pas reculer. Je vous dis qu'ici, Kagame n'est qu'un négrier de temps moderne. On l'a mis là. Derrière, tous les bandits sont à Kigali, avec des banques, avec des usines, pour venir nous piller, nous tuer. Donc c'est une guerre de libération. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais la fin de la guerre dépendra de nous. Si nous la perdons, le Congo est émietté. Si nous la gagnons, le Congo devient une puissance en Afrique centrale et pour toute l'Afrique. Donc il faut maintenant qu'au niveau de l'élite congolaise, quand je dis élite, toutes les élites en quelque sorte, qu'il y ait quand même cette vision de grandeur. Que nous avons une mission de construire un État puissant qui doit permettre d'abord à l'Afrique centrale souverain à l'Afrique centrale de contrôler. Parce que du temps de Mobutu, on contrôle presque tous les États. C'est par rapport à notre statut. Nous avons l'ADN d'une puissance. Donc il faut que l'élite ait ça en tête. Mais tant que l'élite ne voit que la mangeoire, il faudrait qu'on arrive à mettre également nos égos de côté. Mais il n'y a pas d'ego ici. À ça. Quel ego, madame? Il n'y a pas d'ego, il y a l'imbécilité. Parce que si on est congolais et puis qu'on va en politique pour gagner 21 000 $, je m'excuse, ça veut dire qu'on est un imbécile. Imbécile, ça veut dire quelqu'un qui a des problèmes de réflexion, qui ne réfléchit pas bien. C'est l'idiotie, hein, c'est le synonyme. C'est être idiot que de penser que parce que moi je vais aller toucher 21 000 $, j'ai participé à organiser quelque chose. Non! On participe à l'organisation de quelque chose, surtout d'une nation, en ayant des idées, en travaillant pour avoir des idées, en essayant de mettre les gens d'accord, en essayant de mettre les gens ensemble. On ne travaille pas pour un pays en étant accroché à quelqu'un parce que j'ai travaillé avec lui pendant 20 ans ou pendant 10 ans. C'est pas ça. Le problème, c'est le Congo. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le Congo? Pour le moment, le plus grand travail que les intellectuels congolais peuvent demander à leur président de la République, 1, c'est de nettoyer les écuries. 2, c'est de constituer une idéologie. C'est l'appel que Freddy fait aux élites congolaises. Mettons-nous à réfléchir. Et nous n'allons pas réfléchir sur le vide. Il existe une base. Hein? Il y a les Makanda, Mabika Kalanda, il y a les plus récents qui ont écrit beaucoup sur ça. Lisons ça et construisons une idéologie, une façon de voir la réalité, une façon de voir notre pays, une façon de nous comporter. Regardez, le Congolais, il ne se gêne pas pour jeter la saleté dans sa ville. Et puis c'est le même qui va aller crier demain qui ça c'est sa saleté. Mais qui c'est sa saleté? Nana salé sa saleté, yote. Nana salé sa saleté, yote. Je n'ai rien à voir, je suis ni pour ni contre Ngobila, je m'entends bien avec lui. Lorsqu'on vous dit Kinbo Peto, il faut qu'on vous fasse comprendre que Kinbo Peto, c'est votre responsabilité. Si Kinbo Peto, c'est la responsabilité du gouverneur, même à Sandénini, à Rokorate, parce que c'est une personne, même si il prend tout son bureau là, ils sortent pour aller nettoyer, ils ne vont pas savoir. Kinbo Peto ne réussira que si les Congolais encourager les salongos dans des quartiers. Mais oui, s'il le fait de lui-même. Or, comment est-ce qu'on en arrive là? On en arrive là que si on a une pensée, une idéologie, c'est-à-dire qu'on est convaincu que c'est comme ça que nous devons faire pour réussir. Ici, chez nous, il n'y a plus d'idéologie. Tous ceux,
pas tous, hein, parce qu'il y a quand même des Congolais. Allez-y à la conclusion, parce qu'on sera obligé de rendre la plupart des gens qui, chez nous, s'offrent à la politique, ils y vont pour chercher l'enrichissement facile. Il faut que ça change. Si vous allez faire la politique pour gagner 33 000 $, comme on lit, hein, moi je lis dans les journaux, mais ça ne sert à rien. Ça ne va pas faire bouger le Congo d'un seul centimètre vers le progrès. Ça ne sert à rien. Ce que nous devons faire, c'est réfléchir, produire une idéologie, nous attacher à ça, être déterminés et rester derrière le leadership qui s'est proposé et qu'on a choisi. On a donné un accord. Aujourd'hui, s'opposer au chef, comme c'était hier, ça n'a pas changé, c'est affaiblir le Congo. Ce n'est pas l'encourager. Merci beaucoup, Jean-Pierre Kambila. Freddy Moulumba, votre conclusion. Non, moi, je préfère que les Congolais lisent l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Iran, l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Amérique. Tout est construction et tout est volonté de l'élite politique. Vous n'avez pas de volonté, on ne peut pas aller plus loin. C'est clair. Il faut accepter les sacrifices. Mais quand vous voulez jouir à tout moment, vous allez rester les esclaves des autres. C'est zéro. C'est tout. On n'a pas d'autre choix, c'est vaincre ou mourir. Ou bien nous devenons des hommes libres, indépendants, souverains, ou bien nous restons les esclaves des autres. Est-ce que le Congolais a cet esprit des sacrifices? Mais il doit l'avoir. Quand tu prends l'exemple de la Chine, il y a eu combien de gens qui ont changé la Chine? Vous prenez l'exemple de l'Amérique qui était sous la domination, sous la colonisation anglaise. Il y a eu combien de gens? Ce n'est pas un problème de masse. À chaque moment de l'histoire, il y a toujours une élite qui est éclairée, qui montre la voie à suivre. La vie est faite ainsi. Si on n'avait pas cette élite-là, il n'y aura pas de bonheur du peuple, il n'y aura pas de liberté. Tous les peuples qui sont organisés avec une élite éclairée, s'est libéré de la domination des autres peuples. La Chine l'a fait, l'Iran l'a fait, l'Amérique l'a fait. Le Vietnam l'a fait. Le Vietnam l'a fait. Et nous sommes où? Dominés éternellement. Et nous accommodons à la domination. Donc il appartient aux Congolais d'écrire eux-mêmes aux élites congolaises. Celles qui sont conscientes de construire une nouvelle voie pour l'avenir de ces pays. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des penseurs. Il faut qu'il y ait des journalistes qui permettent aux gens de venir parler comme nous parlons là. Il faut qu'il y ait des cinéastes. Il n'y a rien. Est-ce que vous pouvez imaginer dans ces pays, on n'a pas une maison d'édition nationale. Dans ces pays ici, un grand pays comme le nôtre. On n'a qu'une seule librairie dans ces pays. C'est normal. Vous voyez, on s'accommode. Mais quand on dit qu'il y a la fête, tout le monde va là-bas pour prendre la champagne et s'enivrer. Donc nous devons cesser ces habitudes de la facilité et accepter un minimum de sacrifices. C'est priver certaines histoires pour que notre société, notre population vive correctement. S'il n'y a pas de sacrifice, vous pensez que la SADC, les Tanzaniens, Sud-Africains viendront mourir pour vous? Non. Vous vous trompez? Non. Quand vous dansez à Kinshasa, vous pensez qu'ils vont mourir sur le terrain? Donc il faudrait se prendre en charge. Comme vous l'avez dit, prenez-vous en charge. C'est tout. Quand vous avez un aéroport dont le tarmac est jonché de saleté, comme chez nous ici, en plus le tarmac militaire, et que c'est un militaire sud-africain qui vient prendre les photos et le montrer, c'est pas une honte? C'est parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Parce qu'on sait combien de gens sont arrivés au pouvoir ici. C'est une honte. Hein? Il y a beaucoup d'infiltrés. Les gens qui ne peuvent même pas occuper des postes, ils sont là. Quand vous posez ce qui, Kagame derrière, il fait nommer les gens. Heureusement que Fachi vient de mettre face là. Nous-mêmes aussi. Même le Fachi, là, vous ne l'aidez pas suffisamment. On doit reconnaître. Est-ce qu'on l'aide suffisamment? Nous savons ce qui se passe ici. Cette classe politique, tous ces voleurs ici, ce sont des gens que Kagame avait recommandés. Vous pensez un Congolais correct? Non, il y a aussi des Congolais qui n'ont rien à voir avec le Rwanda, qui démolissent le Congo. Il faut qu'on le dise. Parce que si on va toujours se cacher derrière les autres, c'est pas se cacher. On ne va pas avancer. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas occuper de postes importants. Comment ils sont arrivés là-bas? Quand vous vérifiez. Mais nettoyons les écuries. Pourquoi on ne nettoie pas? Il faut commencer par les dénoncer. Oui, mais nettoyons. Hein? Il faut qu'on dénonce. C'est là moi j'ai dit à la presse. Commencez par dénoncer les gens qui sont contre le Congo. Vous ne les faites pas. Vous demandez, on va nettoyer comment? Les mêmes personnes là qui sont des traîtres, ils vous corrompent, vous prenez l'argent. Jean-Pierre Kambila, vous pouvez conclure. Je conclue en répétant ce que j'ai dit. Nous avons choisi un leadership parce que nous avons trouvé quelqu'un qui nous aime,
Et figurez-vous que nous aussi, nous l'aimons. Parce qu'on ne répond pas à 77% à quelqu'un qu'on n'aime pas. On l'a vu ses attitudes, on a entendu ce qu'il a parlé, ça veut dire qu'on l'aime. Nous avons maintenant un président qu'on aime. Je vous dirais même Congolais, mais vous aimez ce type-là parce que c'est vous qui l'avez mis à 77%. Maintenant, suivez-le. Il vous a fait une proposition de ce qu'il veut faire en 6 points pendant les 5 années. Alors, mettons-nous au travail, faisons que ceci se réalise, que chacun montre ce qu'il peut donner pour la concrétisation de cela. C'est ça la seule conclusion. C'est par là que nous allons gagner la guerre. Parce que nous aurons mis beaucoup de nos enfants à l'école, et ça a déjà commencé, parce que nous aurons fait l'agriculture, parce que nous aurons continué à exploiter nos mines, parce que nous allons arrêter de voler l'État, parce que nous allons arrêter de penser que prendre les gros salaires, parce qu'on est politicien au Parlement congolais, c'est ça qui va faire avancer le Congo. C'est faux. C'est ça qui fait reculer le Congo. Alors je lance un appel, c'est ça ma conclusion, aux Congolais qui vont rentrer au Parlement, de décider d'eux-mêmes, qu'ils enlèvent cette épine de la des pieds du président de la République, de réduire leurs émoluments, qu'ils réduisent leurs émoluments. Ça sera un gros geste pour montrer au Congo que nos députés, nos parlementaires, nos sénateurs aiment le Congo. Qu'ils le fassent. Madame, je viens d'avoir une information ici. Monsieur Kagame qui se prend pour un dieu, il a fait une interview sur un entretien sur RFI. Il dit Tshisekedi est capable de tout sauf de mesurer les conséquences de ce qu'il dit. Vous voyez un peu le mépris. Cet homme parle comme ça, Kinshasa, aucun homme politique ne parle. Vous voyez? Donc ça signifie que la guerre sera longue. Il faut se préparer à se battre. On n'a pas d'autre choix. Et j'ai une autre interprétation. Lorsqu'on dit ça d'un homme qui a été élu à 77% par une population, qu'est-ce qu'on pense de la population qu'il a élue? On peut s'interroger là-dessus. S'il ose dire ça de l'homme que nous avons choisi à 77%, on peut se dire, mais il pense quoi de nous? Un mépris. Ben voilà. Alors, est-ce que nous voulons continuer comme ça? Est-ce que ce mépris-là, c'est le résultat de quelque chose? C'est le résultat d'un comportement que nous avons eu. Changeons ce comportement-là. Allons l'analyser. Et parmi les choses qui nous rendent ridicules chez les autres, c'est de dire au Parlement congolais, dans le pays où le soldat gagne $150, où il y a des fonctionnaires qui, jusqu'à aujourd'hui, tous $80, ou je ne sais pas combien, 400 000 francs congolais, un enseignant. Il y a des députés qui gagnent $21 000 et qui sont prêts à prendre $33 000 parce que c'est eux l'autorité budgétaire. Alors que ces gens-là que nous avons élus nous donnent l'exemple, dès qu'ils rentrent dès que le Parlement ouvre, qui prennent la décision eux-mêmes de réduire leur salaire. Je ne leur dis pas de combien, mais c'est à eux de prendre cette responsabilité. Merci beaucoup Jean-Pierre Kambila, merci beaucoup Freddy Mulumba. C'est donc la fin de cette émission, La Grande Tribune. Je vous retrouve vendredi. Au revoir.